Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale, 8h10 sur RCF, c'est l'heure du grand invité. Et ce matin, nous recevons un des économistes les plus en vue, un universitaire qui depuis des années travaille sur l'origine des inégalités, mais également sur les modalités mises en œuvre pour les combler. Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Votre précédent ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, s'est vendu comme des petits pains, c'était en 2013, traduit en 40 langues. 2,5 millions d'exemplaires. C'est possible ça pour un livre ? Oui, apparemment. C'est ce qu'on vous a dit. Hein. Alors, votre nouveau livre, il n'y a pas encore 2,5 millions d'exemplaires vendus. Ça s'appelle Capital et idéologie. Il vient tout juste de sortir. Il fait déjà beaucoup parler de lui. C'est une somme de 1200 pages, je préviens les auditeurs. Et ça prolonge votre réflexion sur les inégalités. Comment vous expliquez le succès de vos livres ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience que les inégalités ne sont plus supportables ? Oui, sans doute. Il y a aussi, d'abord, je veux dire que ce sont des livres très lisibles. C'est-à-dire qu'il est long, mais ça se lit vraiment. Il n'y a besoin d'aucun bagage, certainement pas de bagage économique, mais aucun bagage d'aucune sorte. Ça se lit comme une histoire. Parce que pour moi, l'histoire des inégalités, c'est d'abord l'histoire de la quête de la justice. D'ailleurs, dans laquelle les religions jouent un rôle important, avec d'autres idéologies, si vous me permettez l'amalgame, c'est-à-dire des systèmes de pensée visant à organiser la société d'une façon juste. Et toutes les sociétés humaines ont besoin de cette recherche d'une forme de justice, ou au moins, disons, d'un discours pour justifier les inégalités qui ait au moins les apparences de la plausibilité. Et vous n'avez aucune société où les groupes dominants se contentent de dire nous dominons, vous travaillez pour nous, et tout. C'est tout. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toujours une promesse de stabilité, une promesse de développement au service de l'intérêt général. Et donc, moi, j'essaye de raconter cette histoire très vivante des idéologies. Donc, voilà, n'ayez pas peur de vous lancer dans un livre de cette nature. Alors, vos lecteurs apprécient vos analyses, votre érudition, mais aussi votre capacité à emprunter des chemins de traverse et à vous affranchir des frontières de votre discipline. Il y a de la littérature, il y a de l'histoire. En économie, donc, on peut tirer des leçons de l'histoire ? Non seulement on peut, mais on doit. Moi, je me vois plus comme un chercheur en sciences sociales que comme un économiste, parce que je pense qu'en fait, on ne peut pas étudier des questions économiques sans les remettre dans leur contexte historique, mais aussi dans leur contexte social, culturel, parce que cette histoire des inégalités que je raconte dans ce livre, c'est une histoire où on se rend tout de suite compte que les déterminants des structures sociales, des inégalités, ne sont pas d'abord économiques ou technologiques, ils sont d'abord idéologiques, d'où le titre du livre, politiques, culturel. Donc on a besoin de croiser les approches. Et trop longtemps, des économistes ont voulu faire croire comme ça qu'ils avaient développé une science tellement à part, tellement scientifique, qu'ils pouvaient s'abstraire de l'histoire, de la sociologie. C'est une blague. Mais il y a aussi une responsabilité des historiens, des sociologues et puis des citoyens en général d'avoir abandonné ces questions trop souvent en se disant voilà, moi c'est trop compliqué pour moi. Alors que je pense vraiment qu'on a besoin d'une appropriation citoyenne très large de ces questions et qu'une grande partie... Il ne faut pas la laisser aux spécialistes. Surtout pas laisser aux spécialistes. Une grande partie de notre désarroi démocratique contemporain vient, je pense, de cette autonomisation excessive de la sphère économique par rapport à la sphère civique et politique, par rapport aux autres sciences sociales dans le champ académique. Et je pense qu'il faut se réapproprier ces questions, parce qu'il n'y a rien de technique là-dedans. Je remets les questions par exemple, de dette publique dans une perspective historique très longue. On a eu au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, mais aussi au Royaume-Uni, des dettes publiques considérables. On en a eu après les guerres mondiales. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. C'est-à-dire qu'il y a toujours le message général quand même de cette histoire, c'est qu'il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire qu'il y a toujours différentes façons d'organiser la société, y compris sur des problèmes financiers compliqués. Aucune de ces façons n'est simple. Moi, je suis pas Yaka. Il y a pas. Tout est compliqué, mais il y a des alternatives et il faut pouvoir en débattre démocratiquement et ne pas se soumettre à des soi-disant lois uniques qui imposeraient une seule solution. Vous nous dites, il n'y a pas de primat de l'économique sur le politique, il n'y a pas de fatalité. Et tout est politique, c'est ça ? Oui, alors après, plus précisément, moi je défends la possibilité d'une économie juste. C'est-à-dire, je pense que si on analyse l'histoire des 2 derniers siècles, on se rend compte que finalement, au XXe siècle, après les drames terribles de la première moitié du XXe siècle, ce qui a permis le progrès humain, la prospérité, le développement économique et social, c'est la réduction des inégalités. C'est-à-dire, si on était resté au niveau des inégalités qu'il y avait au XIXe siècle et jusqu'en 1914, avec une concentration de la propriété
propriété, mais aussi une concentration du pouvoir entre une partie très minoritaire de la population, on n'aurait pas eu ce brassage, cette mobilité, cette circulation du pouvoir qui a permis, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le développement de l'éducation pour tous, de la santé, des retraites, mais aussi une certaine forme de diffusion de la propriété par des politiques volontaristes, on n'aurait pas eu cette prospérité. Et ce mouvement c'est un peu interrompu dans les années 80-90. Voilà. Si on prend le temps court, il y a quand même une accentuation des inégalités depuis les années 80-90, c'est ça ? C'est vrai, et en même temps... Tout le monde est d'accord là-dessus ? Oh oui. Alors après, je pense que tout le monde est d'accord, ou tout le monde devrait être d'accord sur deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une réduction de la pauvreté dans le monde avec une diminution des inégalités, disons, entre le bas de la distribution mondiale des revenus et le milieu, grâce à la forte croissance chinoise et en partie indienne et d'autres pays. Et par contre, un creusement des inégalités dans le haut, entre le haut de la distribution et le milieu. Donc vous avez ces deux mouvements contradictoires, et c'est souvent ça qui crée beaucoup de contradictions, parce que certaines personnes veulent se focaliser uniquement sur la première partie, d'autres uniquement sur la deuxième. Sauf que les deux font partie de la réalité. Il faut essayer de les mettre ensemble. Et avec comme implication forte qu'il faut essayer de garder les bons côtés de la mondialisation, c'est-à-dire la mise en contact en soi des peuples, des cultures, ça peut permettre aussi le développement humain, mais essayer de se débarrasser des mauvais côtés, donc avec un risque aujourd'hui quand même de dégâts environnementaux considérables, une montée des inégalités qui nourrit les dérives identitaires, nationalistes, comme on l'avait vu d'ailleurs pendant la première moitié du XXe siècle. Je pense qu'une des origines des crises qui commencent avec la Première Guerre mondiale, c'est des tensions sociales dans les sociétés européennes liées à des inégalités gigantesques, une concurrence entre les pays terrible pour s'approprier le reste du monde. Et aujourd'hui, l'histoire se répète jamais exactement de la même façon, mais on a quand même un risque d'une dérive identitaire de cette nature. Thomas Piketty, si on s'intéresse aux 3 dernières décennies, vous nous dites qu'il y a une accentuation des inégalités, en tout cas en ce qui concerne l'Occident, les pays occidentaux. Comment vous expliquez cette accentuation ? À quoi c'est dû ? Alors, là aussi, c'est politique ? Là encore, oui, c'est politique. Je vois deux facteurs politiques principaux. Vous avez la chute du communisme. Je pense que c'est le facteur principal. C'est-à-dire la chute du communisme a entraîné une forme de désillusion. La chute et l'échec dramatique du communisme soviétique, qui a été vraiment un modèle de société abominable, avec plus de 5% de la population adulte en prison dans les années 50-60. Il ne s'agit pas de regretter le communisme. Non, pour vous donner un ordre de grandeur, même les États-Unis aujourd'hui, qui sont le pays qui emprisonne le plus, sont à 1% d'emprisonnement de la population adulte. En Europe, c'est 0,1%. Donc quand vous avez un pays qui emprisonne 50 fois plus, ça donne une idée quand même à quel point la promesse d'émancipation c'est heurté à une... Donc cet échec dramatique et l'effondrement final en 1990 a eu pour conséquence un retour de balancier qui a été trop loin d'une certaine façon. Et la Russie, de ce point de vue, et la Chine sont des exemples parfaits. C'est-à-dire ce sont des pays qui prétendent pour la Chine être communiste ou pour la Russie être post-communiste, mais ce sont des pays qui ont abandonné tout projet de justice. C'est-à-dire que non seulement le pays a été privatisé à un petit groupe d'oligarques qui se mettent à tout posséder à travers des paradis fiscaux, donc après avoir été le pays de la propriété étatique hyper centralisée, c'est devenu le paradis des oligarques et des paradis fiscaux. La Russie de Poutine, vous n'avez plus aucun impôt progressif sur le revenu, c'est 13%. Que vous ayez 1 milliard de roubles par an ou 100 roubles par an. Même Trump, il n'ose pas formuler un truc pareil. C'est-à-dire Trump, il garde quand même un impôt un peu progressif, c'est-à-dire 5% sur les plus pauvres, 25 ou 30% sur les plus riches. Certains démocrates aujourd'hui voudraient le remonter à 70% sur les plus riches, comme ça a été pendant très longtemps aux États-Unis, sans faire de mal à la croissance. Mais vous voyez, ça vous donne une idée quand même de la violence du choc. Par exemple, il n'y a plus d'impôt sur les successions en Russie ou en Chine. Et donc, si vous voulez, ça a tiré le monde vers finalement l'hypercapitalisme. C'est-à-dire cet échec du communisme. Cette analyse, elle est valable aussi pour l'Europe ? Alors, c'est moins extrême parce qu'on n'a pas connu évidemment le communisme soviétique, donc le basculement a été moins extrême. Mais là aussi, on a renoncé à... De façon moins forte, la décennie réganienne des années 80, c'est vrai, reposait sur une promesse consistant à dire on a été trop loin dans la redistribution, on va réduire les impôts sur les entrepreneurs, les plus riches en tout cas, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va doper la croissance et l'innovation, et les revenus, les salaires vont croître comme jamais. Sauf que cette promesse réganienne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, où elle a été testée de façon moins forte, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'en particulier aux États-Unis, en fait, la croissance a été divisée par 2 entre la période 1950-1990 et la période 1990-2020. Et la réaction trumpiste, c'est un peu la prolongation de ça. C'est-à-dire que Trump ajoute au discours réganien un autre élément très, très identitaire, tribal, consistant à dire « Ah, mais le problème, c'est que les Mexicains, les Chinois, tout le monde vole l'Amérique blanche du
du fruit de son travail, et on va se battre pour, vous allez voir, avec moi, ça va repartir. Là, ça devient un peu dangereux quand même, comme évolution. Et en France, Thomas Piketty, comment est-ce qu'on justifie les inégalités qui sont beaucoup moins flagrantes qu'ailleurs, mais qui existent quand même ? Elles sont considérables. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que, par exemple, pour ce qui est de la propriété, les 50% les plus pauvres en France possèdent à peine 6% du patrimoine total. Alors, au 19e siècle, c'était 2%. Enfin, on est pour 50% de la population, c'est très faible. Par comparaison, les 10% les plus riches vont posséder 60% de la propriété totale. Donc, on a un groupe 5 fois plus réduit en taille qui possède une part d'un propriété total 10 fois supérieure. Donc, la réduction des inégalités, y compris dans un pays comme la France, au cours du XXe siècle, c'est une réalité, mais en même temps, elle est restée limitée, notamment pour ce qui est de la diffusion de la propriété. Or, moi, je pense que la propriété privée, tant qu'elle ne dépasse pas des niveaux d'accumulation individuelle complètement extravagants, peut faire partie de la solution, peut être une forme d'émancipation, peut permettre aux uns et aux autres la participation à la vie économique. Dans certaines limites. Dans certaines limites. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a d'un côté les 50% les plus pauvres, ou même les 60-70% les plus pauvres qui ne possèdent presque rien, qui éventuellement essaient d'acheter un logement, seront endettés très très tard dans leur vie. Et de l'autre côté, vous avez une démesure dans l'accumulation de la propriété à l'autre bout, qui n'est pas dans l'intérêt général. Pour changer ça, c'est l'impôt qui reste le principal outil ? Alors, il y a deux outils, enfin, il y a beaucoup d'outils. Il y a la justice éducative, c'est-à-dire un investissement dans l'éducation qui permette vraiment aux personnes d'origine sociale défavorisée d'accéder au savoir. C'est ça, historiquement, qui marche le mieux. Il faut pouvoir financer cet investissement dans l'éducation. Vous avez besoin d'une justice fiscale, c'est-à-dire d'un impôt qui soit perçu comme juste, et qui soit juste autant que possible. Vous avez aussi besoin d'un partage du pouvoir, d'un équilibre entre les droits des actionnaires et les droits des salariés. De ce point de vue-là, il y a des pays, il y a eu des succès au XXe siècle. C'est-à-dire, dans la réduction des inégalités au XXe siècle, il y a un peu de tout ça. Il y a eu de la dépense éducative qui a énormément progressé, mais qui stagne depuis les années 80-90. Et je pense que c'est une des raisons pour le très fort abaissement de la croissance. Vous avez aussi eu ce qui a très bien marché dans les pays d'Europe germanique et nordique, des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, jusqu'à 50% des sièges en Allemagne, 35% en Suède, mais y compris dans les plus petites entreprises. Alors, les actionnaires anglo-saxons ou français d'ailleurs crient au scandale en disant comment pouvez-vous, sans participation au capital, prétendre avoir des droits de vote, d'autant plus que quand vous avez 50% des droits de vote en tant que salarié, si ensuite vous participez un peu au capital, vous pouvez effectivement faire basculer la majorité. Mais pour finir, ça a très bien marché dans les pays qui l'ont testé. Et ça permet de combler certaines inégalités ? Ça permet, par exemple, ce qu'on constate, c'est que ça a permis d'éviter la démesure dans les super rémunérations de dirigeants d'entreprises anglo-saxons. En Suède et en Allemagne, c'est pas que tout soit parfaitement juste, mais on a évité ce type de démesure et on a mieux impliquer les salariés dans les projets de développement. Si vous voulez, l'idée classique des actionnaires consistant à dire les salariés dans la rue pour manifester et puis les actionnaires autour de la table pour décider et avoir l'information, c'est une vision très datée et qui ne correspond pas à une société avec des niveaux d'éducation et donc un besoin de participation très fort. Thomas Piketty, vous avez aussi des propositions radicales en matière de droit de succession. L'héritage, c'est la base de l'inégalité ? L'héritage, c'est-à-dire que moi je propose l'héritage pour tous, c'est-à-dire je pense que tout le monde à 25 ans devrait pouvoir recevoir quelque chose. Il n'y a pas de raison que la moitié ou les 3 quarts de la population ne reçoivent rien du tout. Et d'autres reçoivent des dizaines et des dizaines de millions. Je pense que c'est ni juste ni sain pour le développement social, économique, humain. Donc moi, je fais une proposition chiffrée à la fin du livre, mais après, chacun peut se faire son idée et améliorer ça. Mais je propose que tout le monde à 25 ans reçoive 120 000 euros, ce qui est 60% du patrimoine moyen, qui est actuellement de 200 000 euros. Alors, ça n'empêcherait pas certains de recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois plusieurs millions d'euros, mais effectivement, il s'agit quand même de resserrer l'écart. Vous verrez que ce qui est proposé, ça n'a rien d'extravagant. C'est-à-dire qu'à 1 million d'euros... C'est-à-dire qu'on augmente quand même pas mal les droits de succession pour pouvoir redistribuer à tous. Oui, à partir disons, d'1 million d'euros, on augmente assez sérieusement. Mais pour l'immense majorité de la population, non seulement on ressort nettement gagnant, mais ça permet à une majorité de la population d'accéder à la petite propriété, ce qui permet par exemple ensuite de pouvoir vivre de son travail sans avoir à reverser une énorme partie de son salaire en loyer. Ça peut permettre de participer à la vie de son entreprise. Donc ça permet un dynamisme, un rajeunissement aussi du pouvoir économique qui est tout à fait indispensable. Et donc ceux qui s'émeuvent du fait que le milliardaire par exemple, ne possédera plus que 100 millions d'euros, puisque s'il y a un taux d'imposition à 90%, c'est vrai, le milliardaire ne possédera plus que 100 millions d'euros. Enfin, ça permet quand même encore d'avoir quelques projets, 100 millions d'euros. Vous voyez, il y a quand même la liberté
et en particulier la liberté d'accès à la propriété, ça doit concerner tout le monde, pas seulement quelques-uns. Thomas Piketty, vous revendiquez être un optimiste. Dans quoi ancrez-vous ce sentiment ? Comment peut-on être optimiste aujourd'hui quand une petite clique se baffe, quand tant d'autres vivent chichement ? D'abord parce que malgré tout, les inégalités aujourd'hui sont moins fortes qu'il y a un siècle, au début du XXe siècle, et elles-mêmes étaient moins fortes qu'au XVIIIe siècle. Et donc je pense qu'il y a quand même un certain progrès dans l'histoire. Alors avec parfois des phases de régression terribles. Et évidemment, ces phases ne sont pas nécessaires. Il faut se battre pour qu'elles n'existent pas. Et les régressions de la première moitié du XXe siècle, évidemment, sont ce qu'on peut faire de pire. Mais le développement des systèmes esclavagistes et coloniaux après la Révolution française, dans le siècle qui a suivi la Révolution française, c'était pas terrible non plus. Et on a des risques de régression qui existent à tout moment. Et les forces nationalistes, identitaires, qui aujourd'hui se développent un peu partout, c'est évidemment un risque considérable. Mais en même temps, je pense que sur le long terme, oui, il y a un mouvement d'apprentissage de la justice, il y a un mouvement vers une certaine forme de socialisme démocratique, je le revendique, c'est-à-dire je pense que, par exemple, la façon dont on prend les décisions dans les entreprises aujourd'hui, en Suède ou en Allemagne, ça n'a rien à voir avec le 19e siècle, la façon dont on finance l'éducation, la santé... Ça progresse dans le bon sens. Ça progresse, dans le bon sens. Et le mouvement a été interrompu dans les années 80-90, suite à l'effondrement de l'échec dramatique du communisme soviétique. Et c'est normal, d'une certaine façon, que ça ait fait réfléchir. Bon, mais maintenant, c'était il y a 30 ans. La Russie, la Chine sont partis dans l'excès inverse. Et aujourd'hui, tout est possible. Et donc, je pense qu'il est temps, et depuis la crise financière de 2008, de plus en plus de personnes reprennent ce mouvement. Regardez les primaires américaines actuellement. Merci beaucoup, Thomas Piketty, d'être venu dans la matinale ce matin. Je rappelle votre livre, il est publié au Seuil. Ça s'appelle « Le capital et l'idéologie ». Merci beaucoup. Merci.